La Facture, émission numéro 347. Aujourd'hui, ils achètent des maisons qui ont servi à la culture du pot. J'ai été saisi ici. Ça m'apparaît. Oh mon Dieu! Personne ne vous le dira. Des agents d'immeubles se taisent et la police garde ces informations pour elle. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Je suis très heureux de vous retrouver. Pour commencer l'année, une enquête sur les maisons utilisées par les groupes criminels pour cultiver la marijuana. Savez-vous combien il y a de ces maisons au Québec? 500? 1000? Il y en aurait au moins 5000 selon la police. Et savez-vous ce qu'on fait de ces maisons une fois qu'elles ne servent plus à la culture du pot? On nous les revend, bien maquillées, et nous les achetons en toute ignorance. Vous voulez savoir quel dommage peut causer à une maison un taux d'humidité qui frise les 90 %? Regardez bien. « 8-10 mois d'incertitude, ça se calcule pas en argent, ça se décrit pas comment ça a pu être éprouvant. On lui a laissé une partie de la santé. Aujourd'hui, la famille du Malavoie se porte beaucoup mieux qu'il y a 1 an et demi. Au début de l'été 2005, le couple et ses 2 jeunes enfants a dû se réfugier chez les beaux-parents. Ils avaient pourtant une nouvelle maison bien à eux, à quelques coins de rue. Mais elle s'est vite révélée inhabitable. C'était ça ou la faillite, de toute façon, c'est pas compliqué. On ne pouvait pas payer une hypothèque d'une maison vide et pourrie, puis payer un appartement à l'autre bout. Puis il n'y a personne qui voulait nous la racheter, cette maison-là. C'est en faisant des rénovations que Julie et Frédéric ont découvert un problème majeur. Mais c'est ça que j'ai trouvé, là. C'est la laine toute noircie. Ça va, c'était un indice, là. Ça, c'était tout le sous-sol. Oui, ça, c'était tout le sous-sol. Non, tout le sol, peu importe où on ouvrait, c'était ça qu'il y avait en arrière. On savait qu'il y avait une odeur d'humidité qui était importante, là, ça jetait à terre. Quand on enlevait un panneau, là, c'était à lever le cœur. Pour savoir à quoi ils ont affaire, les Dumas-Lavoie appellent un laboratoire privé à la rescousse. Avant même d'avoir analysé les échantillons prélevés sur place, le chimiste recommande d'évacuer la maison temporairement. Dans l'état où était la maison, elle n'était pas habitable. On ne pouvait pas recommander d'avoir des enfants là-dedans puis habiter normalement dans cette maison-là. On a été sous le choc un certain temps, là, de penser que de un, on venait de passer un mois à les respirer, les moisissures, et que de 2, il y en avait partout. C'est ce que le laboratoire relevait, qu'il y en avait autant au rez-de-chaussée qu'au sous-sol, et même que c'était pas les mêmes espèces. Finalement, il y avait toutes sortes de colonies dans la maison. Les analyses révèlent que ces moisissures peuvent produire des mycotoxines, un produit chimique toxique pour le corps humain. À court terme, les effets des moisissures sont de nature respiratoire. Asthme, difficulté à respirer, irritation des yeux et du nez. Mais à long terme, ils peuvent être plus graves. Les effets sur la santé les plus graves, c'est disons, hépatotoxique, cancérigène, pour certains, à cause des mycotoxines qui peuvent être générées. Est-ce que ça vous a fait peur, ça? À fond. Je pense pas qu'on ait déjà eu aussi peur de quoi que ce soit que de ça. Mais qu'est-ce qui pouvait avoir généré autant de moisissures? L'ingénieur Germain Fréchette, un spécialiste des maisons contaminées, a visité la maison des Dumas-Lavoie de fond en comble afin de trouver un indice. D'après vous, quel a été le taux d'humidité dans cette maison-là pendant les 2 ans avant que les Dumas achètent? Ça devait être autour de 80-85 % d'humidité et plus. Donc, c'est vraiment anormalement élevé. M. Fréchette avait une idée de la raison pour laquelle il y avait eu autant d'humidité dans la maison. Pour être certain, il a demandé à M. Lavoie de faire une dernière vérification. Je lui ai suggéré de peut-être regarder dans l'entretoit s'il n'y avait pas quelques artifices ou quelques indices qui montraient que le mât électrique aurait été trafiqué. Puis il nous a dit, finalement, je cherche à savoir s'il n'y aurait pas eu culture de drogue ici. Là, on est tombé en bas de notre chaise. La culture de drogue. M. Lavoie a cherché,
Voici ce qu'il a trouvé. Je me suis rendu compte qu'il y avait un beau carreau de coupé 4 pieds par 4 pieds. En tassant la laine, on a vu le mât de l'entrée électrique qui était coupé puis qui avait été trafiqué. Pour pouvoir ressortir les fils, tirer un peu sur les fils puis ils se branchaient directement en haut du compteur. Comme ça, Hydro-Québec ne pouvait pas voir. Habituellement, les trafiquants détournent le courant afin qu'Hydro-Québec ne repère pas leur consommation excessive. Les lampes de 1000 à 2000 watts qu'ils utilisent pour faire pousser du cannabis requièrent énormément d'électricité. Si on regarde le mât électrique qui a été trafiqué, si on regarde les endroits où se trouvait la moisissure dans la maison, on se retrouve avec sans doute une opération de serre hydroponique, une culture de marijuana. Et quand une plantation de cannabis génère des moisissures, il n'y a qu'une seule solution, décontaminer. Selon le laboratoire, il fallait ouvrir les faux planchers, laver le béton, brosser les morceaux de bois, jeter les matériaux mouillés et décontaminer le tour des fenêtres. Devant l'ampleur de la tâche, le couple a carrément préféré démolir la maison. Les Dumas-Lavoie ont aujourd'hui la certitude qu'ils ont acheté une maison avec un vice caché, impossible à repérer avant l'achat. On n'a pas vu rien qui démontrait de l'humidité, par exemple. Il n'y avait rien autour des fenêtres, il n'y avait rien dans le bas des murs. On a ouvert les garde-robes, on a ouvert un peu partout. Il n'y avait aucune odeur. Il a fallu qu'on défasse des murs avant de voir quelque chose qui n'allait pas. Puis il a fallu qu'on en défasse plusieurs. Ils ont finalement reconstruit une toute nouvelle maison. Ils poursuivent maintenant les anciens propriétaires ainsi que l'agent d'immeuble qui leur a vendu la résidence. Seulement pour la décontamination et la reconstruction de leur nouvelle propriété, ils réclament 77 000 $. On est convaincus d'avoir raison, on est convaincus qu'on s'est fait avoir puis qu'il y a eu culture de drogue dans cette maison-là. En fait, on est convaincus. C'est vite dit, la Cour en décidera. Mais disons que le doute nous fait vraiment pencher de ce côté-là. La maison des Dumas-Lavoie n'a jamais été perquisitionnée. On n'y a pas trouvé de plante pote. La seule preuve qu'elle aurait pu servir à la culture de la mairie, c'est le rapport des experts. Le couple devra donc s'adresser aux tribunaux et poursuivre pour le vice caché que constituent les moisissures. Mais démolir et reconstruire sa maison n'est pas la seule option. On peut aussi la décontaminer. Et selon le Bureau des assurances du Canada, le coût moyen d'une décontamination est de 41 000 $. Après la pause, comment savoir si une maison a servi de serre à marijuana? Client. Les groupes criminels qui revendent une maison qui a servi à la culture du pot sont très habiles. La maison est repeinte et rénovée. Les agents d'immeubles qui sont au courant ont l'obligation d'en avertir leurs clients. Malheureusement, certains agents ferment carrément les yeux sur tout ça. Leur propre association croit même que des agents sont de connivence avec des groupes criminels. Mais ceux qui en savent beaucoup et qui ne disent rien, ce sont les policiers. Ils trouvent du pot dans des centaines de maisons, mais cette information-là ne se rend nulle part. Regardez bien ces maisons. Elles sont belles, situées dans des banlieues aisées, passent inaperçues dans leur milieu. Et elles ont toutes été perquisitionnées il y a moins de 2 ans parce qu'elles abritaient des plantations de cannabis. C'est puis la petite maison qui vaut 45 000, là, qui est pris comme cible. On va aller chercher la maison que monsieur tout le monde va acheter. Donc, la propriété de 150 000 à 250 000, là, c'est régulier de retrouver des plantations là-dedans.
Les maisons recherchées par les trafiquants ont un autre point en commun. Elles ont presque toutes un garage qui communique avec le sous-sol. Le garage vous permet là, d'entrer ou de sortir des équipements ou des substances sans attirer l'attention. Des plantations de marijuana, il y en aurait dans au moins 5000 maisons de la province. Mais seulement un faible pourcentage de ces maisons sont repérées par les policiers. 846 seulement ont été perquisitionnées en 2005 dans tout le Québec. Des maisons dont les occupants ignorent bien souvent les antécédents. Je vais vous montrer des photos de ce qui a déjà été saisi ici. Ça m'apparaît. Oh mon Dieu! Ah, j'étais pas au courant. C'est toi qui me l'apprends, là. Ça me semble parce que on entend tellement parler des humidités puis des champignons puis ces choses-là. C'est ça qui me semble, là. Le fait que des maisons utilisées par des trafiquants soient revendues sans que personne ne soit mis au courant préoccupe l'Association des agents immobiliers. Elle a mis sur pied un plan d'action pour éviter que les agents immobiliers trempent dans ce genre de commerce. Avertir les agents qu'ils pourraient être appelés à travailler sur ce type de résidence-là. Mais 2, enrayer dès le départ, le plus possible, les courtiers qui collaborent avec des réseaux criminels à l'achat ou à la revente de ces propriétés-là. Depuis 3 ans, 4 agents immobiliers ont été épinglés par l'association. 2 sont suspendus, 2 autres ont carrément perdu leur droit de pratique. L'un de ceux-là, c'est Quan Sing Vuong. En avril 2004, il vend une maison de Repentigny à Mme Normando et son mari. Il y avait le garage, il y avait une place à côté pour mettre le motorisé. Alors, tu sais... Puis on trouvait que c'était une belle maison, ça paraissait bien. Quelques mois après qu'ils aient emménagé dans la nouvelle maison, l'Association des agents d'immeubles leur apprend une mauvaise nouvelle. Quan Sing Vuong leur a vendu, sans leur dire, une maison qui a servi à la culture de marijuana. Mon mari, la minute qu'il a su que la maison était sous enquête, là, il a commencé à être malade, tu sais. Ça l'a stressé épouvantable. On dit souvent qu'un grand stress déclenche un cancer qui peut être latent depuis des années. Hein? Je pense que c'est ça qui est arrivé avec lui. L'enquête démontre que c'est du crime organisé qui était là, puis c'était de souche asiatique. 4 mois avant que Mme Normando et son mari achètent leur maison, la Sûreté du Québec y avait effectué une perquisition. 321 plants de cannabis avaient été saisis. Ils étaient répartis dans tout le sous-sol de la maison. À l'intérieur, de gros barils remplis d'eau servaient à irriguer la plantation. Dès que les policiers ont ouvert la porte du garage, l'humidité s'est échappée. On avait deux cycles de production qui fonctionnaient à cet endroit-là. Une grosse partie, environ des 2/3 des plants étaient déjà à maturité, donc on parle là, de 16-18 semaines là, qui ont pris ces plants-là à pousser. Puis on avait une autre génération qui était en croissance. Donc, on parle d'un potentiel d'humidité là, énorme. Madame Normando et son mari étaient inquiets. Ils ont fait faire une analyse qui a révélé qu'on avait fait disparaître toute trace de culture de marijuana avant que la maison tombe entre leurs mains. On s'est aperçu que tous les murs du sol, ça a tout été changé. Puis ils ont tout isolé ça avec le nouvel isolant, là, tu sais. Pour savoir ce qui s'est réellement passé, nous avons tenté de retrouver celui qui a vendu la maison à Mme Normando. Nous l'avons retracé à son domicile. Quan Sing Vuong a été agent d'immeuble pendant une 15aine d'années. Il dit qu'il ne savait pas qu'il y avait eu la culture de marijuana. No, I didn't see they go there. You didn't know? No, I didn't see they go there. No. Sauf que 7 autres maisons achetées et revendues par Quan Sing Vuong ont été perquisitionnées par les policiers. 5 à Repentigny, une à Saint-Jean-sur-Richelieu, une autre à Châteauguay. Et dans chacune d'elles, ils ont découvert des plantations de cannabis. M. Vuong se défend aujourd'hui en disant que tout ce qu'il faisait, c'était de repérer des maisons qui correspondaient aux critères de ses clients. What they want, they just tell me what they want to buy bungalow,
looking for a bungalow for them, with a garage or a basement for them. Dans le cas de M. Vaughn, la preuve était assez forte pour démontrer qu'il connaissait très bien l'état de la situation et qu'il était en toute connaissance de cause qu'il leurrait totalement les nouveaux acheteurs ou qu'il leurrait les propriétaires vendeurs lors de l'achat. Aujourd'hui, M. Vuong est radié à vie par son association professionnelle pour avoir vendu des maisons alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il y avait eu de la culture de marijuana dans ses résidences. Moi, ce que je trouve qui n'est pas correct dans ça, c'est que le corps policier le savait, hein? L'hôtel de ville le savait, puis qu'il laisse ceux qui ont fait la culture, là, revendre leur maison sans aucun problème. Pourquoi que ces maisons-là ne sont pas saisies? Pour pas que d'honnêtes citoyens comme nous autres là, se fassent prendre dans une gamique comme ça. Quoi qu'en pense Mme Normando, les municipalités n'ont jamais accès à ce type d'informations. Ceux qui détiennent la clé, ce sont les policiers. Ils informent la personne qui est propriétaire au moment de la perquisition, mais n'ont aucun moyen de s'assurer que l'information est transmise aux futurs acheteurs. Comment faire pour assurer un suivi sur une démarche semblable, là, c'est à peu près impensable. Le nombre de perquisitions qui sont faites par année, que ce soit en production de cannabis ou en haute infraction criminelle, ce serait un non-sens de viser tout le monde ce qui s'est passé à telle adresse. Les policiers conseillent donc aux acheteurs qui veulent de l'information sur une maison de se rendre au palais de justice. Je veux savoir si une résidence a été perquisitionnée. Nous avons fait le test avec l'adresse de Mme Normando. Effectivement, il y a eu une production de cannabis. Le 16 janvier 2004, il y a eu une perquisition. Parfait. Merci. Quand vous n'êtes pas dans ce milieu-là puis vous connaissez rien de ça, là, je trouve ça irréaliste de nous dire qu'on aurait dû faire une chose comme ça. Si quelqu'un nous avait avisé, oui, on l'aurait fait. Mais il n'y a personne qui nous a jamais parlé de ça. L'Association des agents d'immeubles trouve aussi la situation inacceptable. Elle réclame d'avoir accès à un registre de toutes les maisons perquisitionnées. Si un tel registre existait, c'est sûr que pour un courtier ou un agent de bonne foi puis qui aurait accès au registre, il pourrait informer directement le public. Pour Mme Normando, il est trop tard. Elle a revendu sa maison à rabais. Même si la propriété n'était plus contaminée au moment où elle l'a achetée, elle valait beaucoup moins cher seulement parce qu'elle a déjà abrité une plantation de cannabis. On savait bien que le jour où on voudrait vendre la maison, qu'on ne pourrait pas le vendre selon le prix du marché. Hein? On était certaine qu'il faudrait baisser. Parce que nous, on ne l'a pas su, c'est un vice caché, mais nous sommes obligés de le dire. Si on ne le dit pas, hein? Mme Normando avait fait faire une étude sur la qualité de l'air dans sa maison. Les frais de cette étude lui ont été remboursés par le fonds d'indemnisation de l'Association des agents d'immeubles. Ce fonds peut indemniser un client victime d'un agent d'immeuble jusqu'à concurrence de 15 000 $. Maintenant, le ministère de la Sécurité publique du Québec trouve très intéressante la suggestion de l'Association des agents d'immeubles de tenir un registre des maisons où la police a trouvé du pot. On étudie en ce moment le comment. Monsieur Millette, d'Orléans, en Ontario, nous écrit « Dans un hôtel de Montréal, un employé stationne ma voiture. On me fait signer un document dégageant l'hôtel de toute responsabilité en cas d'accident. L'employé cause pour 3 000 $ de dommages à ma voiture. Mes assurances réclament la franchise de 500 $ à la compagnie chargée du stationnement des voitures. La compagnie refuse, puisque j'ai signé le document dégageant l'hôtel de toute responsabilité. Ai-je un recours? » Monsieur Millette, deux choses. D'abord, la loi sur la protection du consommateur ne permet pas à un commerçant de se dégager de sa responsabilité envers vous. La clause de non-responsabilité est donc nulle. Ensuite, on vous a fait signer ce document avec la réservation de votre chambre sans vous expliquer en quoi consistait cette clause. On ne peut donc pas l'invoquer contre vous. Bref, si vous décidez d'aller réclamer ce 500 $ à la Cour des petites créances, vous aurez une bonne cause. Maintenant, Mme Rousseau,
qui habite une résidence privée pour personnes âgées, nous pose la question suivante. En cas de décès, mon contrat stipule que ma succession doit payer 3 mois de loyer. Ma succession devrait payer en plus les frais de repas, ce que je trouve injuste. Est-ce légal? Madame Rousseau, la réponse est oui et non. Oui, parce que le Code civil prévoit que le bail n'est pas résilié à la mort du locataire. Votre succession est responsable de votre bail jusqu'à concurrence de 3 mois. Non, parce que les frais de repas ne font pas partie d'un loyer ordinaire. Ils ne devraient donc pas être réclamés à votre succession. D'ailleurs, de plus en plus de décisions de la Régie du logement sont favorables aux successions en ce domaine. Pour nous joindre, dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet à radio-canada.ca/la facture ou encore nous écrire. Parce qu'elle a fait le choix des énergies renouvelables, Hydro-Québec continuera de développer à notre avantage à tous le potentiel hydroélectrique du Québec. Aujourd'hui, il existe une armée de gens qui s'occupent de tout ce qui vous entoure. Il y a ceux qui s'occupent de ce que vous mangez, de ce que vous buvez. Il y a ceux qui s'occupent de ce que vous regardez, de ce que vous pensez, de ce que vous portez. Et puis, il y a ceux qui s'occupent de votre auto, de votre argent, de votre maison, de vos enfants. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous? Proxime, votre destination bien-être. Ça va vraiment mal. Je suis pas son genre. C'est des films de filles. Une petite douceur pour te réconforter. Des spécial cas, une douceur pour me réconforter. C'est les céréales spécial cas vanille et amandes. Mais il y a 110 calories par bol. Puis c'est pauvre en gras. Mais c'est réconfortant, ça, non? Les céréales Spécial K, vanille et amandes. Délicieuses. Tout simplement. Besoin d'un peu plus de réconfort? Vous pouvez maintenant obtenir un coupon valable pour un contenant de thé vert Tetley dans les boîtes spécialement identifiées de céréales Spécial K. Parce qu'elle a choisi de combiner l'énergie du vent et de l'eau, Hydro-Québec continuera d'être l'un des premiers fournisseurs de kilowatts verts du monde. Bonsoir, ce soir au Téléjournal. Le choc des générations au Québec, c'est pour demain. Dans 10 ans, les Québécois âgés de 65 ans et plus seront plus nombreux que ceux âgés de 18 ans et moins. Comment va-t-on gérer cette situation? Les jours se suivent et ne se ressemblent pas sur la base de Petawawa, en Ontario. Les femmes de 8 militaires, dont 2 sont en Afghanistan, ont remporté un lot de 5 millions au Super 7. À plus tard. Métro suit la nature et moi, je suis tellement frisée, là. Le facteur humidex est dans le tapis, il bruine et un banc de brume se dirige vers nous. Bonjour. Oh, mon beau poissonnier. Puis... C'est un temps d'huîtres. Ils sont parfaites cette semaine. Regarde, je trouve une Malpec. Une Malpec, une Beau Soleil, une Caraquette, une Malpec... Tu piques, tu pousses, tu tournes tôt. Tu piques, tu pousses, tu tournes tôt. Ah, le banc de brume se dégage en portant mon beau poissonnier, ma Rockefeller. Hey, non, ma Rockefeller! Ma Rockefeller! Lundi, jour d'élection au Nouveau-Brunswick. Qui formera le prochain gouvernement? Suivez les enjeux de cette soirée électorale. À la télévision avec vos animateurs Abbé Lantaigne et Michel Brideau. À la radio avec Denis Robichaud. Et sur Internet. Pour des résultats rapides, précis et une analyse complète, suivez les élections provinciales à Radio-Canada lundi à 19h30, 20h à Terre-Neuve. L'art de réinventer son chez-soi, c'est d'abord une question de choix. Chez Tendance Meubles Levasseur, découvrez nos meubles de style champêtre, classique ou contemporain et rien à payer avant juillet 2007. En nouveauté, canapé déhoussable 5 couleurs au choix à seulement 1089 $. Achetez un ensemble matelas et sommier, régulier coussiné ou plateau coussiné à un seul bas prix, 699 $ et rien à payer avant juillet 2007. Tendance Meubles Levasseur, 50 avenue Monseigneur-Plourde, Edmundston. À la facture, la semaine prochaine. La suite de notre enquête sur les odomètres trafiqués. Un logiciel fabriqué à Montréal, vendu partout en Amérique du Nord. La question de la semaine maintenant. Nous vous avons parlé aujourd'hui de la vente de maisons douteuses. D'après vous,
quelles sont les informations qu'un agent d'immeuble doit nécessairement transmettre à d'éventuels acheteurs? J'étais au bord de l'eau. Je savais pas que l'eau montait par-dessus le mur de temps en temps, que j'étais dans une zone inondable. J'aurais aimé le savoir avant. Si elle était sur le marché longtemps, il y a des vices cachés, etc. Une maison qui a appartenu à des gens qui étaient reliés au crime organisé ou des choses comme ça, serait important de le savoir. Un décès dans la maison, un suicide de quelqu'un, un père d'une jeune famille et tout ça. Ça, vous voudriez savoir ça? Ben oui. Pourquoi? Je l'achèterais pas. À la limite, je m'en fous. Si tout est correct, je veux dire... En fait, ce que je voudrais peut-être savoir, c'est est-ce que le quartier est réputé ou est-ce que cette maison-là a été attaquée plus de fois qu'à son tour, par exemple? La réponse à notre question, l'agent d'immeuble doit nécessairement transmettre à l'acheteur éventuel toute information qui peut influencer sa décision. Entre autres, l'agent doit informer son client de toute mort violente dans la maison, incluant le suicide et la noyade. S'il y a eu plusieurs cambriolages, il doit aussi en parler. Un voisin belliqueux et la présence de produits dangereux sont aussi à déclaration obligatoire, tout comme de futurs travaux qui seraient entrepris par la Ville, la réfection de la rue, par exemple. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une très bonne semaine. Ça fait partie de l'honnêteté d'un agent d'immeuble, quand même. Pour moi, mon opinion de tous les agents des immeubles, c'est comme faites la vente. Just show the nice things. Juste montrer des beaux choses. Je pense qu'on devrait être au courant. Pensez-vous qu'ils le font d'habitude? Non. Si on commence toujours à compter sur les autres, que ce soit la responsabilité des autres, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ça, c'est mon avis à moi. Mais effectivement, des fois, avoir un bon agent d'immeuble, ça peut toujours être utile.